Une question ce matin, diplomatie, note verbale du Niger à Guterres, une assemblée générale sans les nouvelles autorités, telle est notre grande interrogation. Mesdames, Messieurs, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Pour mieux comprendre la situation, eh bien, le chef du gouvernement désigné par les nouvelles autorités nigérianes, Ali Lamine Zein, qui avait notifié les Nations Unies de son intention de se rendre à New York pour participer à l'Assemblée générale, s'est heurté à une fin de non-recevoir. La note verbale transmise fin août dernier par son cabinet pour évoquer son projet de déplacement a suscité un certain malaise au siège de l'institution internationale. À se demander donc pourquoi. Est-ce au secrétaire général des Nations Unies à choisir qui est président dans un État africain ou dans un autre? Nous nous interrogeons. Il y a le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a personnellement indiqué qu'il ne souhaitait pas donner son accord à la venue d'Ali Lamine Zein. Les Nations Unies ne reconnaissent pas jusqu'à ce jour, eh bien, les autorités nigériennes et continuent de soutenir officiellement Mohamed Bazoum, qui a été, on va le dire, limogé et accusé de haute trahison. D'ailleurs, pourquoi soutenir Mohamed Bazoum? Pourquoi est-ce que la communauté dite internationale, en passant par les Nations Unies, jusqu'à aujourd'hui, continue à soutenir un président déchu et surtout accusé de haute trahison? Eh bien, il faut rappeler que Mohamed Bazoum est assigné à résidence depuis le 26 juillet dernier, dès le lendemain, on va le dire comme ça, de la prise de pouvoir par les militaires, on va le dire, nationalistes. Antonio Guterres avait appelé à plusieurs reprises à la réintégration immédiate du président nigérien à la tête de l'État. Est-ce à Antonio Guterres à choisir qui est chef d'État dans un pays ou pas? Eh bien, plusieurs questions, mesdames, messieurs, se posent à ce sujet. Si on allait regarder à gauche et à droite et même au cœur de l'Europe, on se poserait d'ailleurs bien des questions s'il n'y a pas eu des militaires à la tête de l'État. Je ne vais pas le citer, commençons justement par la France et de qui vous savez. Ali Lamine Zein souhaitait s'exprimer à la tribune de l'ONU dans le cadre des traditionnels discours de l'Assemblée générale dont la 78e session s'est ouverte mardi, car si les États aux mains, justement, on va le dire ainsi, des autorités, des nouvelles autorités ont été suspendues des organisations régionales, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Union africaine, ils ne peuvent l'être des Nations Unies, nous dit-on. L'Assemblée générale est, dans ce contexte, devenue ces dernières années le grand rendez-vous international des, on va le dire pas de putschistes, mais jusqu'à preuve de contraire, de ceux qui ont pris le pouvoir, justement par les armes pour faire entendre leur position. Depuis 2021, le Mali y a multiplié, on va le dire, des coups d'éclat. Est-ce ces coups d'éclat, on va le dire ainsi, qui font peur aux Nations Unies et surtout à la Cour, on va le dire ainsi, aux Nations Unies et surtout à Antonio Guterres, qui est le secrétaire, qui en est le secrétaire général. Diplomatie, note verbale du Niger à Guterres, une assemblée générale sans les nouvelles autorités, telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatola ici. Il est journaliste d'investigation et surtout directeur de publication du journal Le Cactus. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Gisnogos. Je dis bonjour à toute la communauté panafricaniste sur le continent africain et en dehors du continent africain. Je dis bonjour à ces patriotes qui soutiennent notre combat. De plus en plus, ils sont européens, ils sont asiatiques, ils sont russes, ils sont américains qui soutiennent notre combat, le combat, parce qu'avant, ils ne connaissaient pas exactement la véritable mission de leurs dirigeants sur le continent africain, avec justement la trompette des panafricanistes, sont désormais informés, n'est-ce pas, de leur véritable mission sur le continent africain. Je ne voudrais pas commencer, ce ne sera pas un coup de gueule ce matin, ce sera un appel, un élan de solidarité. Vous savez, nous sommes dans un combat. Panafricaniste TV est dans un combat, ces panélistes sont dans un combat, le présentateur que vous êtes est dans un combat. Et pour que ce combat porte, il faut que nous avons ce que nous devons appeler, n'est-ce pas, l'effort de guerre. L'effort de guerre, c'est quoi? Le nez de la guerre. Et c'est quoi le nez de la guerre? C'est l'argent. Parce qu'aujourd'hui, pour nous engager et perpétuer ce que nous faisons comme travail, parce que ce que nous faisons sur ce plateau exige, n'est-ce pas, des déplacements, des investigations, des enquêtes de recherche. Mais surtout, il faut quand même que le matériel qui est là soit entretenu.
il y a des factures à payer, entre autres. Donc, je pense qu'il est important de demander à tous ceux-là qui nous regardent dans les diverses plateformes de Panafricanistes TV de mettre la main dans la poche et envoyer leur contribution dans, je crois, PayPal. Oui. Tipeee également. Voilà. Donc, éventuellement, je crois que dans les mois à venir, on va ouvrir un compte bancaire dans ce sens pour que ce soit plus facile pour vous. Mais sachez que tout combat, toute révolution exige des sacrifices. Et ces sacrifices ne sont pas qu'intellectuels ou humains, ils sont aussi financiers. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatola, ici. Nous nous dirigeons ce matin vers l'Assemblée des Nations Unies, mais surtout vers le Niger. Diplomatie, note verbale du Niger à Guterres, une Assemblée générale sans les nouvelles autorités, telle est notre grande interrogation. Eh bien, Albert Anatola, ici, revenons dès le début. Il faut dire que le chef du gouvernement nigérien, Ali Lamine Zeyn, avait notifié les Nations Unies de son intention de se rendre à New York pour participer à l'Assemblée générale. Finalement, il s'est heurté à une fin de non-recevoir. Eh bien, la note verbale transmise fin août dernier par son Camerounais pour évoquer son projet de déplacement qui a suscité un certain malaise au sein même de cette institution qui, nous dit-on, est une institution de toutes les nations du monde. Il faut le dire sans embâche. Monsieur Antonio Guterres, c'est un fonctionnaire des Nations Unies. C'est un fonctionnaire international, si vous voulez. Il n'est pas rang de chef d'État. Il est payé pour occuper les fonctions de secrétaire général des Nations Unies. Donc, de ce point de vue, il n'a ni qualité ni légitimité pour interdire à un responsable de gouvernement d'un État souverain comme le Niger de participer à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il faut quand même nous dire, même leur propre charte, ni leur charte, ni les dispositions, les textes fondateurs, si vous voulez, n'est-ce pas, de l'ONU, ne lui donnent pas cette arrogance d'interdire au Premier ministre nigérien, nommé par des révolutionnaires patriotes du Niger, de participer justement à cette Assemblée générale. C'est son droit le plus absolu, pas de participer à cet événement. Mais, deuxième chose, il faut indiquer, vous avez l'un des membres fondateurs de l'ONU qui est un ancien putschiste. Ce membre fondateur a même une part de membre permanent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire la France. La France est membre fondateur de l'ONU, c'était un État putschiste. De Gaulle, c'est un putschiste. Ça le sait, n'est-ce pas? Charles de Gaulle, c'est un putschiste. Bon, de quoi est-ce qu'on parle? Deuxième chose, Ouattara, c'est un putschiste, non? Ouattara, la scène d'Amman Ouattara, c'est un putschiste. Alors, quand je mets en perspective ces différents éléments, ça nous renvoie à quoi? Ça nous renvoie véritablement à s'engager, si les Africains veulent encore rester dans cette institution mondialiste du bloc occidental, parce que la communauté internationale, ça n'existe pas, nous avons affaire à la communauté occidentale, rien à voir avec la communauté internationale, qui est une imposture, soit dit en passant. C'est une usurpation. Nous avons affaire non pas à la communauté internationale, nous avons affaire à la communauté occidentale. La nuance est d'importance. Et cette communauté occidentale veut tout faire pour préserver ses privilèges, son impérialisme sur le continent africain, en tout cas dans certains pays du Sud global. Et comme je l'ai dit, nous avons donc matière à comprendre une chose, c'est qu'il faut, si nous devons continuer à être membres de ce machin, de cette institution mondialiste, il faut exiger sa réforme. De fond en comble, parce qu'aujourd'hui, elle est désuète. Elle ne répond plus, justement, au contexte international actuel. Elle est devenue une institution au service des impérialistes qui l'utilisent comme arme géopolitique et géostratégique pour pérenniser soit le racisme, la xénophobie, la criminalité internationale et bien évidemment la prédation. C'est ça qui est la question. Alors, il y a plusieurs contradictions. Comme ça, j'ai déjà envie de dire qu'il y a plusieurs contre-vérités qu'on va opposer à Antonio Guterres. Mais Antonio Guterres n'est que le cheval de Troie. La personne qui est derrière, l'État qui est devant tout ça, c'est cet État arrogant, tribal, j'ai dit raciste, qui ne respecte aucun droit qui s'appelle la France, puisque c'est la France qui est le porte-plume, n'est-ce pas, du Niger.
au Conseil de sécurité des Nations Unies. Bon, c'est ça qui est la question. Et vous connaissez la position de celui du pédophile, j'ai envie de dire du PD, que vous appelez Macron sur la question nigérienne, qui ne mérite aucun respect de ma part en tout cas. Macron ne mérite aucun respect de ma part, parce qu'il est très mal placé pour établir le baromètre d'un État, d'une autorité légitime ou illégitime. Parce que lui-même n'est pas légitime. D'abord, de par sa posture politique, de par sa posture, n'est-ce pas, géopolitique, de par sa posture, j'ai envie de dire, sa décadence morale, il est très mal placé pour justement parler aux panafricains. Quand je l'ai dit, je crois que le Niger, si vous voulez les autorités du Niger, doivent user de tous les voies de droit que leur confère le fameux droit international pour faire entendre à M. Guterres, Antonio Guterres, qu'il n'est pas chef d'État. C'est un fonctionnaire international qui est au service des chefs d'État, qui sont dans les États, il est au service des États membres de l'ONU. Oui. Donc, il n'est pas un chef d'État, il ne peut pas se mettre au même niveau qu'un chef de gouvernement d'un État souverain comme le Niger, il ne peut pas se mettre au même niveau qu'un chef d'État. Et il me semble que, je crois que c'était en 2020 ou en 2021, Abdoulaye Maïga le lui avait rappelé, dans le contexte des événements que vous connaissez du côté du Mali, en lui faisant comprendre que dans le contexte de cet incident diplomatique entre le Mali et la Côte d'Ivoire, en ce qui concernait les 49 mercenaires ivoiriens qui avaient été arrêtés de ce côté-là, Abdoulaye Maïga lui avait rappelé que, puisque Omar Sissoko Embalo avait repris son narratif à lui, RG de l'ONU, que ce n'étaient pas des fonctionnaires, que ce n'étaient pas des mercenaires qui étaient des soldats ivoiriens, machin, eh bien, Abdoulaye Maïga lui a rappelé effectivement qu'en effet, Antonio Guterres, en tant que secrétaire général de l'ONU, n'est pas un chef d'État, il n'est qu'un fonctionnaire. Et être président également de la CEDEAO ne vous confère pas un titre, n'est-ce pas, de fonctionnaire international. Donc, quand je l'ai dit, la thématique en débat de ce matin nous renforce sur deux choses. La première chose, cette communauté occidentale n'a aucun respect de notre souveraineté, ni de nos institutions. La seconde chose, c'est que s'il y a possibilité de sortir de l'ONU, il faut sortir de l'ONU. Parce que lorsque vous regardez l'ONU dans sa configuration actuelle, non seulement elle est surannée, c'est-à-dire dépassée par le contexte, par la réalité du contexte international, mais davantage parce que l'ONU a montré qu'elle était au service d'un certain bloc, c'est-à-dire le bloc des impérialistes, le bloc occidental. Donc, en ce qui concerne les autres blocs, notamment le bloc des nationalistes, c'est-à-dire le bloc du Sud global, elle n'est pas capable de défendre ses intérêts. Or, il me semble que à sa création, l'ONU avait vocation à combattre le racisme et à porter la justice internationale, c'est-à-dire à s'engager à ce que la justice internationale ne soit point un vain mot, à ce que le droit international soit respecté, à ce qu'il y ait la paix mondiale. Mais aujourd'hui, vous avez, est-ce que, en ce qui concerne la lutte contre les pratiques racistes, l'ONU a-t-elle gagné le combat? Je voudrais quand même vous rappeler que vous avez plusieurs cas de dénonciation de pratiques racistes au sein même des institutions onusiennes. Ça veut donc dire que l'ONU n'a pas rempli sa mission de combattre le racisme en son sein et au sein des États membres. Deuxième chose, en ce qui concerne la justice et la paix internationale, est-ce que l'ONU a contribué à ramener la paix et la justice internationale au sein de ses États membres? Du tout. Elle, bien le contraire, elle a été très souvent au cœur du désordre mondial et des guerres, n'est-ce pas, entre les États membres. En ce qui concerne le respect du droit international, est-ce que l'ONU a contribué à renforcer le respect du droit international? Je crois que vous avez la réponse. C'est non. Albert Anatola, ici, on se rappelle également de Abdoulaye Maïga qui avait fait un coup d'éclat du côté, on le dit comme ça, des Nations Unies. Est-ce ces coups d'éclat venant justement des Africains, on le dire, qui font peur aujourd'hui à cette institution, nous dit-on, internationale? Dans sa configuration initiale, l'Afrique n'apparaissait pas.
je parle de la configuration initiale de l'ONU, Oui. l'Afrique n'apparaissait que comme une zone d'influence. Et il continue justement à travailler dans ce sens, là, que l'Afrique que la voix de l'Afrique ne soit pas audible dans les instances dirigeantes de l'ONU, où vous avez plus de 63 ans après les fameuses indépendances. L'Afrique, j'ai dit, certains pays africains sont représentés par un État colonial, par un État raciste, par un État impérial, par un État qui ne respecte aucun droit. Membre, j'ai envie de dire initiateur, si vous voulez, initiateur des coups d'État, parce que juste à l'heure, je vous ai fait comprendre que la France est membre permanent au sein du Conseil de sécurité. La France fait partie des membres fondateurs de l'ONU. Mais pourtant, la France, c'est un pays putschiste. C'est un État putschiste. La France, c'est un État putschiste. Alors, au nom de quoi? Ils vont faire, Antonio Guterres pour nous opposer une contre-vérité qui est tout sauf une contre-vérité. Du tout. C'est ridicule de sa part et ça montre qu'il y a un parti pris. Et dès lors que le juge qui a vocation à dire le droit a un parti pris, on n'a aucun respect pour ces juges. On n'a aucun respect pour ces juges. On devrait avoir aucune once de respect pour ces juges-là. Jamais. Pourquoi? Parce que nous savons que pour eux, le continent africain, c'est leur avenir. Et ils ont, dans le contexte, par exemple, des événements au Niger, pourquoi s'acharnent-ils contre les autorités de transition au Niger? Après le Niger, il y a bien eu un coup d'État du côté du Gabon. Pourquoi il n'y a pas eu cette détermination contre celui qui a déjà fixé le cap de sa transition du côté du Gabon? Tout simplement parce que, justement, ils avaient du côté du Niger un agenda. Ils avaient du côté du Niger des vassaux, un vassal, un laquin, un larbin, bref, un collabo, un traître. Et moi, je milite pour qu'il y ait encore davantage de coups d'État. Tant que nous aurons à la tête de nos États, n'est-ce pas, de nos enclos coloniaux, si vous voulez, des laquins, des larbins et des vassaux au service de l'ONU, précisément, de l'Union européenne et surtout de Washington, et on va encore multiplier des coups d'État sur le continent africain et ailleurs. Même sur le continent européen, il y en aura des coups d'État. Ne soyez pas surpris. Albert Anatole, ici, jusqu'à preuve de contraire, on ne va pas également oublier de demander aux Nations Unies s'ils sont au courant du déploiement, on va le dire comme ça, d'armes lourdes. Là, il faut également le préciser, d'un armement pour attaquer le Niger, passant par la Côte d'Ivoire, le Sénégal, et sans oublier le Bénin. Mais attendez, cela va de soi, qu'ils sont parfaitement au courant. Si vous et moi nous sommes au courant de ceux qui se trament du côté du Niger, notamment à la frontière du Niger avec certains pays, oui, qui ont engagé, qui ont décidé de faire leur guerre, justement, au peuple du Niger, contrairement à un certain narratif qui est porté par Macky Sall, qui prétend qu'il y a la CEDEAO ne va pas en guerre contre le peuple du Niger. Bien évidemment, la CEDEAO, la France et l'Union européenne sont en guerre contre le peuple du Niger. Ce n'est pas les raisons qui mentent. Le premier argument, les sanctions qui ont été, j'ai envie de dire, arrêtées, appliquées, qui sont actuellement appliquées contre ces pays-là, impactent qui au premier chef? Vous avez les coupures d'électricité. Ça impacte qui? Quelle population? Du Niger, non? Vous avez les frontières terrestres qui sont fermées et vous avez l'inflation qui est en train de prendre justement le corpus économique. Ça impacte qui prioritairement? Vous avez l'embargo sur les médicaments. Même en temps de guerre, il n'y a pas d'embargo sur les médicaments, on ne ferme pas les hôpitaux, mais il y a un embargo sur les médicaments. Ça impacte qui? Ça veut dire que Macky Sall qui se trompe, ils sont parfaitement en guerre contre le peuple du Niger. Ils sont parfaitement en guerre contre le peuple africain. Parce que ce qui se passe au Niger intéresse le Camerounais que je suis, intéresse le Gabonais, intéresse le Nigérian, intéresse l'Ivoirien, le Ghanéen et même le Sénégalais. Donc, il ne peut pas nous faire croire que, dicté par Macron, n'est-ce pas, les sanctions prises, la fermeté contre le Niger ne concerne pas les Africains que nous sommes. Ça nous concerne tous. C'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire, si un coup de feu est tiré du côté du Niger, il y aura une déflagration. Malheureusement, il y aura une déflagration. Même les Français qui nous soutiennent dans notre combat vont être des victimes collatérales, malheureusement.
Donc, qu'ils sachent que ce que j'ai dit, et ça se passera pas seulement sur le continent africain, c'est une parenthèse, ça se passera pas seulement sur le continent africain, même en Europe, en territoire français. Et moi, j'appelle ici, c'est l'occasion pour moi d'appeler ici, n'est-ce pas, les patriotes, ou qui se trouvent du côté, partout dans le monde, si un seul coup de feu est tiré au Niger, prenez vos responsabilités par où vous vous trouvez. Tout simplement. Aussi simple que ça. Maintenant, pour revenir à votre thématique, les autorités du Niger doivent pouvoir user de toutes les voies de droit pour faire comprendre à Macron, c'est lui l'initiateur de cette infamie comme d'habitude, et à Antonio Guterres, qui est un fonctionnaire international au service des États membres de l'ONU, que si le Niger n'a pas sa présence du côté de l'ONU, beaucoup d'États africains vont sortir de ces machins-là. Nous avons davantage renforcé, multiplié les coups d'État sur le continent africain pour qu'ils continuent. Ce ne sera pas le coup d'État organisé par eux, comme ce fut le cas au Tchad, du côté du Gabon tout récemment. C'est nous qui allons organiser à nouveau des coups d'État pour que notre voix soit véritablement très audible, parce que ce n'est pas audible apparemment. Pour que notre voix soit audible, nous allons dégager les larbins, les vassaux, mais surtout les laquins qui sont au service de leurs intérêts, non les intérêts des peuples africains. Justement, dans cette note verbale du Premier ministre, chef du gouvernement nigérien Ali Lamine Zein, eh bien, le Niger a des preuves contre la France et aurait voulu justement exposer tout ceci, on va le dire, au su et au vu de tout le monde et surtout à l'Assemblée générale des Nations Unies. Est-ce pour cela qu'on ne veut pas justement la présence du Niger mais écoutez, de ce côté-là? Je veux comprendre que ce qui se passe au Niger, c'est exactement la même chose qui se passe. Ce qui s'est passé il y a quelques années du côté du Mali, où le Mali a été accusé de tous les noms d'oiseaux, où on a prétendu que les autorités maliennes mentaient, disaient n'importe quoi, mais heureusement, malheureusement pour eux, heureusement pour nous, nous avons affaire à des hommes, à des hommes et des femmes très intelligents du côté du Mali, qui ont mis la France au défi d'accepter que se tiennent justement ces déballages. Malheureusement, elle a fui la France. Elle n'est pas capable de s'assumer. Elle fuit encore aujourd'hui. Mais attendez, vous avez vu un décérébré accepter sa responsabilité quelque part dans une sorte dans une imposture, dans un assassinat, dans un crime crapuleux. Même plus en flagrant délit, vous direz toujours non. Dans le contexte de la préparation en cours d'une intervention militaire du côté du Niger, la France vous dit non, ça ne m'intéresse pas, l'état-major français dit non, c'est pas vrai. Mais on nous informe par contre qu'il n'y a pas très longtemps, la semaine passée, on a retrouvé des détenus de l'armée burkinabé dans un pick-up sortant de l'ambassade de France du côté du Niger. Mais vous aurez posé cette question aux autorités françaises et vous aurez répondu qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce que vous dites, que vous êtes en train d'affabuler, que c'est de la spéculation. Qu'est-ce qu'ils n'ont jamais accepté? Jamais rien accepté. Donc aujourd'hui, nous pensons que si hier, on les écoutait, on ne peut plus les écouter aujourd'hui. C'est eux qui vont les écouter. Et ils nous écouteront, que ce soit de manière pacifique, que ce soit de manière violente. Que cela soit dit en passant. Je suis désolé pour ceux qui pensent que notre ligne ne doit pas être violente. Non. À un moment donné, lorsque vous avez en face de vous des gens qui vous parlent avec hauteur, avec condescendance, au moment où vous utilisez la diplomatie, que faites-vous pour imposer le respect? Vous rempez ventre à terre, mais tenez-vous bien. Du côté de l'Ukraine, ils sont engagés dans une coalition contre la Russie, au nom et pour le compte de quoi? De la souveraineté et du respect du droit international, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que nous pouvons accepter les Africains? Qu'on nous refuse ce qui est assis de l'autre côté. Ça veut dire que c'est nous qui avons un problème. Ça veut dire que c'est nous qui avons un problème, M. Ngoz. Donc, et puisque ce n'est pas nous qui avons un problème, nous allons leur faire savoir, entendre de la plus belle des manières. Même s'il faut que nous prenions les armes, je le dis, et j'assume ce que je dis. Ça va se passer comme ça, et ça finira comme ça. Parce qu'ils sont encore dans l'eau du ciel. Et puis, moi, j'ai quand même un problème, ils sont pas là. J'ai quand même un problème avec les autorités du Niger. J'entends dire que Bazoum continue à communiquer avec Macron et consorts. Il communique avec qui?
Mais je vous dis, il faut qu'on m'explique. On lui donne encore la possibilité de communiquer avec qui, Bazoum? C'est quelqu'un qui, soit dans le meilleur des cas, devait se retrouver derrière les barreaux, soit il devrait être fusillé tout simplement en tant que traître pour haute trahison. Bazoum, c'est quelqu'un qui devrait être, dans le meilleur des cas, être derrière les barreaux, comme prisonnier, ou être fusillé comme pour trahison, pour haute trahison, tout simplement. Mais pourquoi est-ce qu'il continue à traiter avec la criminalité internationale? En tout cas, ce qui représente cette criminalité-là, c'est Macron, Biden et les autres. Pendant qu'on y est, Ursula von der Leyen a-t-elle été élue comme président en tant que président de la Commission de l'Union européenne? A-t-elle été élue? Elle a quelle légitimité? Puisque Macron n'a pas de légitimité, avec arrogance et condescendance, mépris, Ursula von der Leyen a été élue par qui? Soit c'est une corrompue, poursuivie dans son pays, l'Allemagne, n'est-ce pas, pour détournement de fonds militaires. Elle était élue par qui? Je pense que leur modèle démocratique, leur perception n'est pas la nôtre. Et il va falloir qu'ils vont s'en faire, ils vont s'arranger, ils vont marcher comme nous le voulons. Ils ne vont plus jamais rien nous imposer. Désormais, ça va s'imposer comme nous demandons, parce que c'est eux qui ont besoin de nous, non l'inverse. Et ça, c'est la vérité, la stricte vérité. Ils ont besoin de l'Afrique. L'Afrique n'a pas besoin de... Merci à vous, Albert Anatola, ici. C'est un plaisir, comme d'habitude. Mesdames, messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis. Nous souhaitons de passer une agréable journée en espérant vous retrouver très, très bientôt.